Ancien soldat, John avait cherché la paix dans l'immensité des Appalaches, un refuge de verdure où il espérait enfin faire taire les échos de la guerre. Mais son unique compagnon, un chien nommé Hunter, trouva autre chose qu'un simple gibier au cours d'une chasse. Alors qu'il suivait une piste, Hunter s'arrêta net, ignora totalement l'odeur du cerf et tira son maître vers un ravin épais et recouvert de ronces. Ce que John découvrit là le laissa sans voix. Un tombeau de métal oublié, caché dans les entrailles de la forêt. Le cadavre d'un hélicoptère d'attaque recouvert de lianes et de mousse, comme un monstre endormi depuis des décennies. John ne le savait pas encore, mais ce n'était pas un accident. Il venait de mettre au jour un secret mortel, et sa vie de solitude touchait à sa fin. Car désormais, une chasse allait commencer. Mais cette fois, c'était lui la proie. Avant d'aller plus loin, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant. C'est un geste simple qui nous permet de continuer à vous raconter ces histoires. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Le soleil du matin franchissait les sommets des Appalaches, projetant de longues ombres fraîches sur la vallée. Là, isolée au milieu des bois de Virginie occidentale, se dressait une cabane de rondins, solide et patinée par le temps. C'était un abri modeste mais construit par des mains expertes, une forteresse de bois et de pierre dressée face à l'immensité sauvage. Pour John, cet endroit représentait à la fois un sanctuaire et une prison volontaire. Il avait servi comme marine, affrontant les paysages arides d'Afghanistan avant de revenir ici, espérant que la forêt chasserait ses fantômes. Mais les ombres de la guerre l'avaient suivi jusque dans ces montagnes. À 42 ans, son corps restait celui d'un soldat, grand, sec, athlétique, encore marqué par la discipline des armes. Ses cheveux bruns étaient striés de mèches argentées au niveau des tempes, comme une carte précoce de ses fardeaux. Son visage dur, creusé par le soleil, et les épreuves étaient adoucies par une barbe soigneusement taillée et surtout par ses yeux noisettes profonds, souvent voilés d'une mélancolie lointaine. Ce matin-là, il portait ses vêtements habituels. Une chemise à carreaux bleu-gris passée par-dessus un simple t-shirt, un vieux jean usé et une paire de bottes de cuir éraflées mais solides. À ses pieds, un léger gémissement brisa le silence. John baissa les yeux depuis le porche où il sirotait son café. Allongé là, son fidèle compagnon Hunter levait vers lui un regard attentif. C'était un magnifique berger allemand de 4 ans, au pelage mêlant gris acier et blanc neige, avec des yeux ambrés, d'une intelligence saisissante. Hunter n'était pas seulement un chien, il était son ancre, son confident silencieux, celui qui comprenait les douleurs invisibles que John portait. Le soldat l'avait adopté chiot, peu après son retour en 2019, et depuis, l'animal avait grandi à ses côtés, devenant son ombre, son protecteur et sa raison de se lever chaque matin. John passe une main dans l'épaisse fourrure derrière les oreilles dressées de Hunter. « Tranquille, mon vieux, on regarde juste le soleil se lever. » La voix grave résonna doucement, et Hunter répondit d'un battement de queue régulier contre les planches du porche. Le chien percevait la tension qui, parfois, raidissait les mâchoires de John, ou faisait trembler légèrement ses mains quand un souvenir ressurgissait sans prévenir. Dans ces moments-là, Hunter se collait contre lui, poids rassurant qui l'empêchait de basculer dans l'abîme du passé. Leur lien s'était forgé dans le silence et la confiance, chacun sauvant l'autre à sa manière. Une fois le café terminé, John se leva, étira ses épaules musclées et déclara « Allez mon gars, voyons ce que la forêt nous réserve ». À ces mots, Hunter bondit sur ses pattes, la queue fouettant l'air avec entrain, ses aboiements brefs résonnèrent comme un signal. La chasse rituelle pouvait commencer. Pour John, ce n'était pas seulement une question de gibier, c'était une thérapie. Là-bas, au cœur du silence millénaire des bois, les voix du passé s'apaisaient parfois. À l'intérieur de la cabane, les gestes de John étaient de précis, empreints d'une routine presque militaire. Il nettoya son vieux fusil à verrou, entretenu avec le même soin qu'autrefois ses armes de service. Il prépara les rations sèches, le filtre à eau, la trousse de premier secours, la boussole et la carte froissée. Chaque objet avait une place, chaque mouvement un but. Hunter, assis, suivait du regard chacun de ses gestes, ponctuant parfois d'un coup de museau comme pour dire qu'il était prêt. Sac sur l'épaule, fusil en bandoulière, John vérifia une dernière fois les fenêtres et verrouilla la lourde porte de bois. Sur le seuil, il se retourna une seconde vers sa cabane, son fragile havre, puis siffla doucement. Hunter l'attendait déjà au bord de la lisière. John hocha la tête et ensemble, ils s'enfoncèrent dans la mer verte des arbres.
Sous la voûte des érables et des pins, l'air se fit plus frais. Seul résonnait le craquement de leurs pas sur le sol couvert de feuilles, le chant lointain d'un oiseau et le souffle du vent. Ils marchèrent des heures durant, pénétrant toujours plus loin dans une zone où rares étaient les hommes à s'aventurer. C'était là que John se sentait le plus vivant, et paradoxalement, le plus en paix. Ses sens restaient affûtés, ses réflexes aiguisés par des années de combat, mais c'était Hunter le véritable guide. Son flair captait la moindre effluve, son ouïe le moindre craquement lointain. John avait appris à faire confiance à l'instinct de son chien autant qu'au sien. Le crépuscule tombait quand ils trouvèrent un emplacement idéal pour établir leur premier camp près d'un ruisseau clair. Tandis que John montait un abri sommaire et allumait un feu discret, Hunter patrouillait silencieusement, oreilles dressées et museau en alerte, gardien infatigable de leur cercle de lumière. Plus tard, assis près des flammes, John partagea un morceau de viande séchée avec son compagnon. Le bois qui se consumait craqua soudain, et le bruit, sec, réveilla en lui un souvenir brutal. Une rafale, le sable brûlé, l'odeur âcre de poudre. Son souffle se bloqua. Aussitôt, Hunter poussa sa tête sous sa main, émettant un gémissement grave, une plainte douce et réconfortante. John inspira profondément, revint au présent et entoura le chien de son bras. « Grâce à toi, je m'en sors toujours », murmura-t-il, la voix tremblante. Hunter resta là, solide, comme une digue contre la noirceur. La chasse avait commencé et la thérapie faisait son œuvre. L'aube se leva froide et nette, filtrant à travers la canopée en lueur grise. Le feu s'était réduit à des braises rougeoyantes et un voile de brume recouvrait le sol, donnant à la forêt un aspect presque spectral. John ouvrit les yeux lentement, les muscles endoloris par la dureté du sol. Hunter, déjà éveillé, se tenait immobile à ses côtés, la respiration formant de petits nuages dans l'air glacé. Ses yeux ambrés scrutaient les bois avec une intensité de sentinelle. Après un maigre petit déjeuner, ils reprirent leur marche, effaçant soigneusement toute trace de leur campement. Leur progression était silencieuse, instinctive, comme si homme et chien n'étaient plus qu'un seul organisme traversant le cœur primitif des montagnes. Les sens de John étaient aiguisés par la chasse. Il lisait les signes discrets laissés par les animaux, les branches cassées, les empreintes légères, l'odeur musquée portée par le vent. En milieu de matinée, la récompense de leur patience se révéla. John repéra des empreintes fraîches, profondes, dans une zone de terre meuble, celle d'un grand cerf de Virginie. Il s'accroupit pour examiner la piste, son regard glissant sur les contours nets des sabots. Hunter, frémissant de tout son corps, reniflait l'air avec fébrilité. « Bien vu, mon gars !» murmura John, lui tapotant l'encolure. « Maintenant, silence !» Ils se mirent à suivre la trace avec une discrétion innée. John avançait pas à pas, chaque mouvement calculé, chaque respiration contenue. Hunter glissait dans l'ombre comme une apparition grise, ses pattes effleurant le tapis de feuilles sans produire le moindre bruit. Même la forêt semblait retenir son souffle. La piste les mena à travers une pente douce, entre de vieux conifères aux troncs immenses, puis vers un amas rocheux qui offrait une vue dégagée sur la vallée. Mais en redescendant dans une zone plus dense, baignée d'ombre, quelque chose changea. Hunter s'arrêta net, ses oreilles pivotèrent, son museau se tendit vers la gauche, un grondement sourd monta de sa gorge, grave et menaçant. John gela aussitôt, main crispée sur son fusil. Il balaya des yeux la lisière, cherchant un ours, un puma ou un autre danger. Mais il n'y avait rien. Pourtant, le cerf était toujours droit devant, la piste claire et fraîche. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» souffla-t-il, voix basse. Hunter ignora la piste du gibier. Il tira vers un épais rideau de rhododendrons et de vignes qui recouvrait un ravin étroit et sombre. Puis, il aboya, un aboiement rare, presque interdit pendant la chasse, un cri d'alarme, d'insistance. Ses yeux fixaient John, brûlant d'intelligence, et il recommença, plus fort, avant de s'engager vers le ravin comme si quelque chose l'appelait. Un frisson d'inquiétude remonta l'échine de John. Jamais son chien n'abandonnait une piste fraîche. S'il le faisait, c'est que quelque chose de bien plus grave se cachait derrière. John inspira profondément. « D'accord, montre-moi. » Hunter bondit dans l'épaisseur des ronces, et John le suivit en peinant. Les branches griffaient sa peau et ses vêtements, le sol glissant sous ses bottes. Il dut parfois s'accrocher de ses mains pour ne pas tomber, son fusil devenu encombrant sur son dos. Le ravin exhalait une odeur lourde de terre humide et de végétation en décomposition, comme si le temps y avait été suspendu. Puis,
Au détour d'une pente, John aperçut une étrange ligne à travers les arbres. Une cicatrice où les troncs autrefois puissants avaient été brisés net, comme arrachés il y a longtemps. La nature avait repoussé, mais l'anomalie demeurait. Plus il descendait, plus Hunter se montrait nerveux, gémissant, aboyant à voix basse. Enfin, il s'arrêta devant une masse recouverte de lianes épaisses et gratta frénétiquement. Essoufflé, le front couvert de sueur froide, John écarta les feuillages, et son souffle se coupa. Ce n'était pas de la pierre, c'était du métal, tordu, corrodé, meurtri. Il arracha davantage de végétation et les formes prirent sens. Une structure angulaire, étrangère au chaos organique des bois, un moyeu de rotor brisé, une queue d'hélicoptère pliée à un angle impossible. Son cœur battit plus fort. Il connaissait cette silhouette. Il l'avait vue autrefois dans des manuels, dans les cieux de combat. Devant lui, gisait la carcasse d'un AH-64 Apache, un hélicoptère d'attaque américain mis enfoui dans la terre, penché comme une bête abattue. La forêt avait tenté de le dévorer, de le dissimuler sous ses voiles verts, mais son squelette de métal résistait, témoin muet d'un crash oublié. John resta figé, le souffle court. Les souvenirs s'abattirent sur lui. Le bruit strident des rotors, l'odeur du kérosène, la carcasse en flammes. C'était un choc viscéral. Hunter, comme s'il comprenait le poids du moment, se rapprocha, appuyant son flanc chaud contre la jambe de son maître. John cligna des yeux, reprit son calme. L'ancien soldat reprit le dessus, remplaçant le trouble par l'analyse froide. Il ordonna doucement à son chien de rester en arrière et fit le tour de l'épave. La carcasse, écrasée d'un côté, laissait deviner le cockpit brisé. Il écarta des morceaux de plexiglas fendus et ce qu'il vit lui serra le cœur. Un squelette, toujours attaché à son siège, vêtu des lambeaux d'une combinaison de vol. John ferma un instant les yeux. Un frère d'armes, tombé loin de tout, laissé à la solitude des bois. Il s'inclina, silencieusement, lui offrant une prière muette, puis son regard fut attiré par un détail. Sous le siège du copilote, coincé dans le métal tordu, un boîtier militaire intact, verrouillé par un cadenas à combinaison. Il tenta de le dégager, mais l'objet était coincé. Utilisant une branche comme levier, il força ses muscles tendus jusqu'à ce qu'un grincement sinistre retentisse. Finalement, la caisse se libéra et tomba au sol avec un bruit sourd. Lourde bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il la posa sur la mousse, fronça les sourcils devant le cadenas solide. Pas question de tirer dessus, pas d'outil pour forcer. Tandis qu'il réfléchissait, Hunter retourna renifler autour du cockpit, grattant le sol avec insistance près des pédales. John soupira, d'abord agacé, puis se rappela que son chien ne se trompait jamais. Il s'accroupit, inspecta le plancher. En appuyant, il sentit un léger jeu. Un compartiment cachait s'aida sous la pointe de son couteau. À l'intérieur, enveloppé dans une housse étanche, un disque dur militaire renforcé. John sentit son cœur bondir. Ce n'était pas un simple matériel de bord, c'était quelque chose que l'on avait voulu protéger à tout prix. Le boîtier verrouillé lui sembla soudain secondaire. Hunter aboya doucement, comme pour confirmer la gravité de la trouvaille. John glissa le disque dur dans son sac, puis leva les yeux vers le squelette du pilote. « Repose en paix, frère », murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que cette découverte changeait tout. La chasse n'avait plus rien de thérapeutique, la forêt venait de lui remettre un fardeau qu'il n'avait pas demandé. Le chemin du retour vers la cabane fut bien différent de l'aller. Là où la veille, il avait marché dans un calme presque méditatif, cette fois chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuillage lui paraissait suspect. Le disque dur, glissé au fond de son sac, avait transformé la forêt en un territoire hostile. Hunter, d'ordinaire joueur après une découverte, restait proche, son corps tendu, ses oreilles en alerte. Le silence entre eux n'était plus paisible mais chargé d'une inquiétude invisible. Le soleil s'écrasa derrière les crêtes quand John aperçut enfin la silhouette familière de sa cabane. Les lueurs orangées du crépuscule coloraient les vitres et faisaient scintiller le bois sombre. Pourtant, il ne ressentit aucun soulagement. Ses gestes furent rapides, presque nerveux. Déverrouiller la porte, poser son fusil à portée de main, refermer les volets. Il n'était plus chez lui, il était en poste. Il posa les sacs sur la table et sortit le disque dur. L'objet était lourd, compact, conçu pour survivre aux pires conditions. John alluma son vieux ordinateur portable, celui qu'il gardait pour les urgences. La petite antenne satellite sur le toit de la cabane se mit à clignoter en cherchant un signal. Puis, avec une hésitation, il brancha le disque. Un instant, rien. Puis une icône apparut. Son cœur accéléra.
Mais dès qu'il tenta d'ouvrir les fichiers, un écran de sécurité s'afficha, froid, impénétrable. Une série de couches de protection, mots de passe, authentification biométrique, protocoles multiples, un véritable mur numérique. John serra les mâchoires. Il avait affronté des ennemis de chair et de sang, mais jamais une forteresse digitale. Il passe des heures à essayer. Quelques logiciels rudimentaires, de vieilles astuces apprises autrefois. Rien n'y fit. Chaque tentative se soldait par un échec sec. Le disque n'était pas fait pour céder. Et soudain la vérité le frappa. Il n'avait pas la clé. Pas encore. Cette clé devait être ailleurs, sûrement là où l'appareil avait sombré, avec le pilote qui avait protégé ce secret jusqu'à la mort. Hunter, couché à ses pieds, leva la tête et poussa un petit gémissement inquiet. John passe une main sur son crâne chaud. « Tu as raison, vieux. On doit y retourner. » Sa décision était prise. Avant l'aube, ils quittèrent de nouveau la cabane, sac prêt, fusil en bandoulière. Le retour au ravin fut plus rapide, guidé par une urgence nouvelle. Quand ils atteignirent l'épave, la lumière du matin filtrait à peine entre les branches, dessinant des ombres fantomatiques. Cette fois, John fouilla avec méthode, s'imposant la rigueur de son ancien métier. Chaque surface, chaque recoin du cockpit fut inspecté. Hunter, lui, s'acharnait près du siège du pilote, grattant et reniflant avec insistance. John s'accroupit, écarta la poussière et distingua un petit éclat métallique coincé dans les débris. Une plaque fine, presque un médaillon gravé de lettres et chiffres étranges, A1Z26, K11, R18. Pas un mot de passe, plutôt un code. Un vieux système de substitution. A égale 1, Z égale 26. John traduisit rapidement ZKR. Une piste. Mais pas la clé complète. Le cœur battant, il se tourna vers le corps du pilote. « Pardonne-moi, frère », murmura-t-il. Ses doigts fouillèrent avec respect les coutures usées de la combinaison. À l'intérieur du col, soigneusement cousu, il trouva une fine bande de polymère comme une micro-pellicule. Dessus, une date imprimée, 1er juillet 2019, 2 fragments, une suite de lettres et une date. Ensemble, ils devaient former le mot de passe. John rangea précieusement les 2 pièces dans sa poche et le regard lourd, quitta l'épave avec Hunter. De retour à la cabane, il ralluma l'ordinateur, connecta le disque et inspira profondément. Ses doigts tapèrent la séquence. ZKR 07 01 2019. Un instant de silence, puis l'écran cliqueta et les protections disparurent. Des dossiers apparurent, parfaitement organisés, manifestes, comme Intel. John se laissa tomber contre le dossier de sa chaise. Ses mains tremblaient. « On l'a fait, Hunter », murmura-t-il. Mais la victoire fut de courte durée. Il ouvrit le premier dossier. Des documents de transport militaire, des listes d'armes, missiles solaires, fusils de précision de dernière génération, équipements de communication cryptés, théoriquement destinés à une base américaine en Europe. Mais les codes étaient faux, les documents falsifiés, c'était une couverture. Dans le dossier COMS, des enregistrements audio cryptés. Grâce à un fichier de déchiffrement, John parvint à écouter. Une voix féminine, autoritaire, glaciale, parlait en code avec un interlocuteur à l'accent d'Europe de l'Est. On y négociait des prix, des livraisons. La vérité devenait claire. Il s'agissait de trafic d'armes. Pas de surplus, mais du matériel de pointe américain vendu à des réseaux terroristes. Enfin, dans un tel, une vidéo, protégée par un mot de passe, John tenta un nom, celui cousu sur la combinaison du pilote, Walker. L'écran s'anima. L'image montrait un bureau luxueux, une femme brune à la quarantaine au regard dur comme l'acier. Sur le bureau, un nom gravé, Isabelle Kane, PDG d'Helios Defense. John se figea. Helios était l'un des plus gros contractants privés de défense, un mastodonte qui côtoyait les plus hauts cercles politiques. La vidéo la montrait concluant une vente. Les mêmes armes, les mêmes réseaux, une trahison absolue. Le pilote avait découvert la vérité et tenté de l'exposer. Et il en avait payé le prix. John coupa la vidéo, ses mains étaient des moites, son souffle rapide. Il venait de lever un voile qu'il n'aurait jamais dû soulever. Et il ignorait qu'au moment précis où il avait franchi la première barrière de sécurité, un programme enfoui dans le disque s'était exécuté en silence. Une infime impulsion transmise par le satellite. Un signal, une balise. Quelque part, loin au-delà des montagnes, une alerte venait de s'allumer. La position exacte de la cabane venait d'être révélée. Les jours qui suivirent furent marqués par une angoisse sourde. John tournait en rond dans la cabane comme un lion en cage. Il ne pouvait pas aller voir les autorités.
L'influence d'Isabelle Kane s'étendait trop loin. Qui, dans la hiérarchie, n'était pas déjà compromis? Chaque minute passée devant l'écran à relire les preuves augmentait le poids de son fardeau. Il mangeait à peine, dormait encore moins. Ses cauchemars se confondaient avec la réalité. Hunter perçut le danger avant lui. Le chien n'était plus tranquille comme à l'accoutumée. Ses rondes autour de la cabane devenaient nerveuses. Il s'arrêtait parfois net, oreilles dressées, grognant face à un ennemi invisible. Sa queue, habituellement détendue, se hérissait. John essayait de se convaincre qu'il imaginait des choses. Jusqu'à ce matin-là. Il fendait du bois, la hache s'abattant dans un rythme mécanique quand Hunter s'interrompit soudain, fixant le ciel. Un aboiement sec, unique, jaillit de sa gorge. John leva la tête. Au début, il ne vit rien. Puis, minuscule point noir dans l'azur éclatant, une ombre bougeait. Ce n'était pas un oiseau. Le mouvement était trop fluide, trop mécanique. Le point grossit légèrement, glissant silencieusement au-dessus de la vallée. John sentit son estomac se nouer. Un drone. Pas un jouet civil. Pas un appareil de surveillance forestière. Non, celui-ci était d'un autre niveau. Aucune vibration, aucun bruit perceptible, trajectoire stable comme une ligne tracée à la règle. Il observait. John resta figé, les muscles crispés, le cœur battant contre ses côtes. Tout était clair désormais, il savait. Sa cachette, sa vie de reclus, tout était fini. Hunter, les babines retroussées, grondait encore, ses yeux ambrés fixés sur l'objet céleste. Après de longues secondes, le drone se retira, disparaissant à l'horizon comme s'il n'avait jamais existé. Mais son message était limpide. On vous a trouvé. John empoigna la poignée de Hunter, l'entraînant d'une voix basse et urgente. À l'intérieur, vite. Une fois la lourde porte verrouillée et les volets rabattus, la cabane s'assombrit. L'ancien marine ne doutait pas une seconde. Le drone n'était que l'avant-garde. Le vrai danger viendrait la nuit. Il se mit aussitôt en mouvement, son corps réagissant comme s'il venait d'être projeté 10 ans en arrière. Il tira un vieux sac de son coffre, un kit de survie qu'il n'avait jamais pensé utiliser. À l'intérieur, un purificateur d'eau, des rations concentrées, des pansements, des boîtes de munitions. Il y ajouta le disque dur et les documents découverts, protégés dans une toile huilée. Ensuite, il barricada. La table massive fut traînée contre la porte d'entrée, les fauteuils disposés comme couverture derrière les fenêtres. Il sortit son Colt 1911, son arme de poing, et le posa à portée immédiate à côté de son fusil. L'ambiance changea. Ce n'était plus une cabane isolée, c'était une position défensive, prête pour un siège. À mesure que la nuit tombait, le silence de la forêt devint étrange, presque pesant. Les insectes, les grenouilles, le chœur habituel du crépuscule, tout s'était tu. Hunter, couché près de lui, était tendu comme un arc. Ses oreilles s'agitaient au moindre souffle de vent. John, adossé au mur, fusil sur les genoux, guettait la moindre anomalie. Ses sens vibraient, dopés par l'adrénaline. Les heures passèrent. Puis soudain, Hunter se redressa, ses poils dressés, un grondement profond secouant sa poitrine. John posa calmement une main sur son dos, signe de silence. Une seconde plus tard, il entendit un craquement, discret mais lourd. Une semelle qui écrase une branche sèche. Pas un randonneur, pas un animal, un pas humain. Calculé. Hunter ne tint plus. Il explosa en aboiement furieux, faisant trembler les murs de la cabane. Comme si son signal avait déclenché le piège, un coup sourd retentit à la porte. Un bélier. Le bois grinça, la table recula légèrement sous la violence de l'impact. Un deuxième coup fit voler des éclats. Simultanément, une vitre explosa dans un fracas sec. Le canon d'un fusil traversa le volet brisé. John roula de côté au moment où une rafale criblait l'endroit où il se tenait. Le bois vola en éclats. Couché au sol, il leva son arme et tira 2 balles précises vers l'ouverture. Un cri rauque répondit, suivi d'un silence. Mais, il savait, ils étaient nombreux, organisés, professionnels, ils ne pouvaient pas tenir indéfiniment. Les balles traversaient déjà les parois comme du papier. Il ramassa son sac d'une main, attrapa son Colt de l'autre, puis se penchant vers Hunter, il chuchota « Fenêtre arrière, allez !» Le chien comprit. Il bondit sur le lit, se faufila par la petite ouverture et disparut dans la nuit. À peine une seconde plus tard, ses aboiements et grognements éclatèrent dehors, distrayant les assaillants. John profita du chaos, d'un coup de botte, il brisa le reste du cadre de la fenêtre arrière, se hissa et roula dehors, atterrissant dans l'ombre. Derrière lui, le vacarme redoublait, tirs, cris, aboiements féroces. Il fonça dans les bois, se plaquant contre les troncs, avançant en silence malgré le tumulte.
100 mètres plus loin, il siffla doucement, un signal codé à 2 tons. Hunter surgit des ténèbres, indemne, haletant mais triomphant. Ensemble, ils plongèrent plus profondément dans la forêt, tandis que derrière eux, la cabane de John se transformait en champ de bataille. Ils ne regardèrent de pas en arrière, la forêt les engloutit dans son obscurité totale, comme si elle les reprenait sous sa protection. La chasse venait de basculer. John et Hunter n'étaient plus des survivants par hasard. Ils étaient redevenus des soldats. La nuit avala leurs pas. John avançait vite mais sans bruit, muscles en feu, souffle brûlant sa gorge. Chaque foulée l'éloignait un peu plus de la cabane en flammes derrière lui, mais il savait, ce n'était que le début. Hunter courait à ses côtés, silhouette grise et fluide, son museau effleurant presque le sol, ses oreilles vibrant au moindre bruit. Ils n'étaient plus des habitants de la forêt, ils étaient redevenus des fantômes en fuite. Ils marchèrent pendant des heures, utilisant les étoiles comme guide. John choisissait les terrains les plus accidentés, sachant que leurs poursuivants, équipés mais encombrés, auraient plus de mal à progresser dans les ravins et sur les pentes rocailleuses. L'air était glacé, leur souffle formait des nuages, mais l'adrénaline les empêchait de ressentir la fatigue. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'ils trouvèrent un abri. Une excavation naturelle sous un surplomb rocheux. John s'adossa à la paroi, son sac serré contre lui. Hunter se posta à l'entrée, couché mais tendu, ses oreilles orientées vers la forêt. Le silence était seulement troublé par le goutte-à-goutte de l'eau qui s'infiltrait des rochers. John sortit le disque dur et l'ordinateur dont la batterie clignotait déjà en rouge. Il avait une seule chance. Ses doigts tapèrent de nouveau le code ZKR070120119. L'arborescence apparut. Cette fois, il ne s'attarda pas sur l'épreuve. Il cherchait une direction, un plan laissé par le pilote. Un fichier attira son attention, NAVLOG partial. La plupart des lignes étaient illisibles, réduites à des caractères embrouillés par le crash. Mais une suite de chiffres s'affichait parfaitement nette au milieu du chaos. John plissa les yeux. Des coordonnées GPS. Son cœur accéléra. Le pilote Walker n'avait pas seulement rassemblé des preuves, il avait prévu une solution de secours. Un dépôt physique, un relais, une chance. Il ferma aussitôt le fichier, juste avant que l'ordinateur ne s'éteigne faute d'énergie. Mais l'image des coordonnées restait gravée dans son esprit. Elle pointait loin dans une section reculée de la George Washington National Forest. À vol d'oiseau, 150 km. À pied, au moins une semaine à travers un terrain impitoyable. Mais c'était leur seule direction. John replaça le matériel dans son sac et serra les sangles. Hunter s'était rapproché, posant sa tête contre son bras, blessé, ses yeux pleins d'une inquiétude silencieuse. John caressa son museau, un sourire amer aux lèvres. « On y va, mon vieux. On court vers quelque chose cette fois. » Le voyage qui suivit fut une épreuve. Dès le 2e jour, la faim se fit sentir. Les rations fondaient vite, John préférant en donner la plus grande part à Hunter. Le chien, malgré son épuisement, restait leur meilleur atout. Il flairait les odeurs suspectes, grognait avant même que John n'entende un bruit, guidait leurs pas dans la nuit noire. Ils se déplaçaient comme des ombres, dormant le jour, avançant dès que l'obscurité offrait sa couverture. La 4e journée, alors qu'ils progressaient le long d'une crête balayée par le vent, Hunter se plaqua au sol d'un coup sec. John l'imita aussitôt, jetant un regard en contrebas. Dans la vallée, une piste de terre s'étendait comme une cicatrice. 2 quads noirs avançaient lentement, soulevant un nuage de poussière. 4 hommes, armés en formation. L'un d'eux tenait un appareil semblable à un détecteur qu'il balançait de gauche à droite. Des chasseurs méthodiques balayant le terrain. Le sang de John se glaça. Ils n'avaient jamais cessé. Leur piste était toujours chaude. Hunter, parfaitement immobile, fixait la scène de ses yeux brûlants. Ils restèrent là, collés contre la terre, 1 heure entière, jusqu'à ce que les moteurs s'éloignent et disparaissent derrière une colline. Quand enfin John se redressa, ses muscles étaient engourdis par la tension. Mais sa résolution était plus ferme que jamais. La traque n'aurait pas de fin tant qu'il n'aurait pas atteint ce que Walker avait préparé. Et au fond de lui, il commençait à comprendre. Ce combat n'était plus seulement le sien. C'était celui d'un pilote tombé, celui de tous les hommes trahis par des dirigeants corrompus. Chaque nuit, ils avançaient plus profondément dans l'enchevêtrement des Appalaches. La faim, le froid, l'épuisement, tout se mélangeait en une routine douloureuse. Mais chaque fois que John songeait à abandonner, Hunter lui rappelait pourquoi il devait continuer. Par un simple regard, par une présence constante.
Au matin du 7e jour, alors que ses jambes semblaient prêtes à céder, John entendit un bruit nouveau, un grondement sourd, régulier, pas le vent, pas un animal, l'eau, une cascade. Ils étaient les proches. Hunter dressa la tête, sa queue battant faiblement. Ils suivirent le son pendant encore 1 heure jusqu'à ce qu'un rideau d'arbres s'écarte. Devant eux s'élevait une chute d'eau colossale se jetant d'une falaise en un voile blanc écumant 100 pieds plus bas dans un bassin d'émeraude. La brume humidifiait l'air, rendant chaque respiration fraîche et vivifiante. John sut immédiatement, c'était ici. Les coordonnées les avaient amenés au bon endroit. Mais où exactement ? Il passe 1 heure à inspecter les alentours, les rochers couverts de mousse, les fissures glissantes. La cascade était trop puissante pour traverser. C'est Hunter qui, une fois encore, donna la réponse. Le chien s'arrêta au pied d'un mur de végétation, un amas de fougères et de lianes plaquées par l'humidité. Il gratta, gémissant doucement. John écarta les feuillages détrempés et découvrit une fissure sombre dans la roche, à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser. Un souffle d'air froid et humide s'en échappait. L'entrée d'une grotte dissimulée derrière le rideau vert. Il tapota la nuque de son compagnon. « Bien joué, soldat ! Allons voir ce que Walker a laissé. » La lampe torche fendit les ténèbres. Le couloir déboucha vite sur une salle naturelle, une cavité circulaire où l'écho de la cascade résonnait comme un tambour lointain. Au centre, posé sur une pierre plate, se trouvait un coffre pélican noir, intact, verrouillé par ses fermoirs métalliques. Les mains tremblantes, John l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement protégé, se trouvaient les preuves physiques. Copies papier des manifestes falsifiés, transcription des communications, notes signées d'Isabelle Kane. À côté, une carte mémoire robuste, étiquetée « Vidéo Evidence ». Et enfin une enveloppe scellée. John la déchira. À l'intérieur, une lettre manuscrite, nette, précise. Signée du pilote Walker. « Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus là. Ne faites confiance à personne. Son réseau est partout. J'ai laissé une issue, un téléphone satellite, caché dans une ancienne mine surnommée la gueule de la veuve. Vous trouverez son emplacement marqué sur la carte jointe. C'est votre seul espoir. » John serra la feuille entre ses doigts. Walker avait pensé à tout. Il n'avait pas seulement collecté des preuves, il avait prévu une succession, un relais à sa mission. Mais alors que John relisait ces mots, le grondement rassurant de la cascade se brouilla d'un bruit nouveau, un bruit métallique, un frottement discret, amplifié par les parois rocheuses. Hunter, jusque-là allongé près de l'entrée, se redressa brusquement. Ses poils se hérissèrent, un grondement rauque secoua sa poitrine. Mais cette fois, il ne regardait pas dehors vers la chute d'eau. Ses yeux étaient fixés sur le passage par lequel ils étaient entrés. John sentit son sang se glacer. Quelqu'un approchait. John n'eut pas besoin d'un deuxième avertissement. Le grondement de Hunter était clair. Il n'était plus seul. Des pas, à peine audibles derrière le vacarme de la cascade, se rapprochaient. Le métal d'un fusil frottant contre la roche confirma son instinct. Ils avaient été suivis, traqués jusqu'ici. Le coffre ouvert n'était plus un trésor caché. C'était devenu un piège. Sans perdre une seconde, John ramassa les documents, la carte mémoire et la lettre du pilote, les glissa dans son sac et l'attacha fermement. Le caisson Pélican, trop lourd et trop encombrant, fut abandonné. « On bouge, Hunter !» souffla-t-il d'une voix basse. D'un geste sec, il dirigea le faisceau de sa lampe vers le fond de la grotte. Là, à peine visible derrière une fissure béante, s'ouvrait un passage sombre, humide, béant comme la gueule d'un monstre. C'était l'accès au réseau de galeries que la carte mentionnait. La gueule de la veuve. Le souffle glacé qui s'en échappait avait une odeur de terre et de poussière ancienne. John plongea à l'intérieur, Hunter collé à son flanc. Le passage était étroit, forçant John à se baisser, ses épaules raclant les parois suintantes. Rapidement, le rugissement de la cascade disparut, remplacé par un silence lourd, seulement brisé par le goutte à goutte de l'eau. Puis vinrent les premiers échos, des voix étouffées, lointaines, réverbérées par les tunnels. Des ordres brefs, des mots codés, la chasse s'était déplacée sous terre. L'estomac de John se contracta. Ici, il n'avait plus l'avantage de la forêt. Ici, le noir était une arme. Mais aussi pour lui. Il éteignit sa lampe pour économiser les batteries et s'accrocha à la paroi froide. L'obscurité totale était suffocante, mais Hunter avançait avec assurance, guidant ses pas d'un coup de museau ou d'une pression contre sa jambe. Le chien n'avait pas besoin de lumière. Il était ses yeux et ses oreilles. Soudain, une lueur blanche fendit les ténèbres derrière eux. Des faisceaux puissants de lampes tactiques balayèrent les parois, dessinant des silhouettes mouvantes sur la pierre.
Les mercenaires entraient. Leur voix résonnait plus fort, leurs pas saccadés sur le gravier. John et Hunter n'étaient plus qu'à quelques dizaines de mètres d'avance. Ils progressèrent dans ce labyrinthe oppressant, chaque embranchement ressemblant au précédent. Les poutres de bois pourries qui soutenaient certains couloirs craquaient au moindre passage. L'air était saturé d'humidité, lourd de poussière. Hunter, plus tendu que jamais, s'immobilisa soudain, museau pointé vers une ouverture étroite à droite. John n'hésita pas. Ils s'y engouffrèrent, juste à temps pour éviter le balayage d'une lampe qui passa dans le couloir principal. La traque dura de longues minutes. John sentait son cœur battre dans ses tempes, sa chemise trempée de sueur froide. Chaque seconde gagnée semblait un miracle, mais il savait qu'il ne pourrait pas fuir indéfiniment. Il devait reprendre l'initiative. L'occasion se présenta dans un carrefour de 4 tunnels. John s'accroupit dans l'ombre, sortit son Colt, le métal froid contre sa paume. Hunter, plaqué au sol, respirait à peine, ses oreilles vibrantes au rythme des bruits lointains. Un pas régulier résonna bientôt dans le couloir de gauche, seul. L'un des chasseurs s'avançait, isolé, sa lampe secouant la poussière en un faisceau flottant. L'ancien marine retrouva ses réflexes. Ce n'était plus John le reclus, c'était le sergent Miller du 1er bataillon de reconnaissance. Il attendit que la silhouette passe à portée, puis surgit de l'ombre tel un ressort. Pas un tir. Le bruit alerterait les autres. Il frappa à la base du crâne avec la crosse de son arme. L'homme s'effondra comme une poupée de chiffon. John le tira aussitôt dans un renfoncement. En quelques secondes, il s'empara de son équipement. Un M4 équipé d'un silencieux, 3 chargeurs, une radio grésillante et surtout une paire de lunettes de vision nocturne. En les abaissant devant ses yeux, le monde s'illumina d'une teinte verte fantomatique. Chaque pierre, chaque poutre, chaque goutte scintillait. L'obscurité n'était plus un ennemi, elle devenait son terrain. Hunter le regarda, ses yeux reflétant étrangement la lumière verdâtre. « Maintenant, on chasse », souffla John. Ils reprirent leur progression avec une assurance nouvelle. Dans un long couloir, ils aperçurent une autre silhouette, accroupie derrière un vieux chariot de mine effondré. L'homme scrutait le tunnel principal, arme prête. John leva son M4, mais au lieu de tirer immédiatement, il donna un signe discret à Hunter. Le chien disparut par un boyau parallèle. Quelques secondes plus tard, un aboiement bref retentit sur le côté, suivi d'un éboulement de pierres. Le mercenaire pivota, distrait. C'était tout ce qu'il fallait. John pressa la détente. Le coup étouffé résonna à peine. L'homme s'affaissa, sa lampe s'éteignant dans le néant. Hunter réapparut aussitôt, revenant à ses côtés comme une ombre fidèle. 2 ennemis éliminés, mais d'autres avançaient, plus organisés. La radio subtilisée crépita dans l'oreille de John. « Kilo Sierra, rapport !» Silence. Statut immédiat. La voix était glaciale, autoritaire. John comprit qu'il venait d'entendre le chef. Après quelques secondes, une autre voix plus jeune, tremblante, répondit « Sierra est hors de contact, Kilo aussi !» Un silence tendu suivit. Puis l'ordre tomba, implacable. « Repliez-vous vers le point Bravo. On efface tout. Pas de témoins. » John sentit son sang se glacer, effacer tout. Ils allaient piéger la mine, la faire exploser, les enterrer vivants, lui et Hunter. Il sortit la carte du pilote, l'éclairant d'un coup d'œil rapide. L'indication du téléphone satellite était claire. Un ancien poste de maintenance, plus loin dans le cœur de la mine. Il n'avait pas le choix. Il devait l'atteindre avant que les mercenaires ne détruisent tout. Il inspira profondément, replaça la radio et murmura à Hunter « Fini de fuir. Maintenant, on termine ça. » Ils progressèrent rapidement dans les entrailles de la mine, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans la poitrine de John. Le souffle humide, l'air chargé de poussière, le craquement des poutres vermoulues, tout semblait annoncer que ce lieu s'apprêtait à s'effondrer. Hunter marchait collé contre lui, museau bas, ses yeux brillants d'une vigilance constante. L'animal sentait l'urgence et il ne quitterait pas son maître d'un pas. Au bout d'un long couloir, la galerie déboucha sur un espace immense. John en resta un instant figé. La salle centrale de la gueule de la veuve s'ouvrait devant eux, une cathédrale souterraine haute de plusieurs dizaines de mètres. Les piliers de bois, rongés par le temps, se dressaient comme des colonnes prêtes à céder. Des restes de machines rouillées, wagonnets renversés et câbles pendants jonchaient le sol, squelettes d'une époque révolue. Et dans ce décor fantomatique, 2 silhouettes s'activaient. À l'extrémité opposée, un homme grand, sec, se déplaçait avec une précision glaciale. Le chef. À ses côtés, un plus jeune, nerveux, manipulait maladroitement des charges explosives, les fixant à la base des poutres.
Leurs lampes projetaient des faisceaux instables, dessinant des ombres monstrueuses sur les parois. John abaissa son arme, inspira profondément. Il avait l'élément de surprise, mais l'équilibre était précaire. Hunter, à ses côtés, émit un grondement grave, prêt à bondir. John plaça sa main sur son dos, signe de patience. « Pas encore », murmura-t-il. Mais le destin en décida autrement. Le chef leva soudain la tête, comme si son instinct avait perçu leur présence. Ses lunettes de vision nocturne brillaient d'un éclat spectral. Son cri fendit le silence. « Contact !» Aussitôt, une rafale d'armes automatiques éclata, ricochant contre les roches. John plongea derrière l'épave d'un engrenage géant, les balles frappant le métal dans un vacarme assourdissant. Hunter s'aplatit au sol, ses babines retroussées, ses crocs scintillant à la lumière verte des lunettes. Le vacarme était assourdissant. Les rafales résonnaient dans la salle comme des coups de tonnerre démultipliés par l'écho. Les éclats de pierre volaient. John colla son dos contre le métal glacé, serra son M4 et profita d'une brève accalmie pour riposter. 3 tirs courts et précis. Le plus jeune des mercenaires recula en catastrophe, manquant de lâcher l'explosif qu'il manipulait, mais le chef n'était pas un amateur. Sa progression était implacable, utilisant chaque pilier comme couverture, réduisant peu à peu la distance. John comprit qu'il essayait de le coincer dans un mouvement de tenaille. Hunter grogna plus fort, sentant le danger. John risqua un regard, le plus jeune contournait sur la gauche, le chef pressait à droite. Le piège classique. La mâchoire serrée, John tira une nouvelle rafale, mais un éclair et une douleur fulgurante lui traversèrent l'épaule. Il fut projeté au sol, sa respiration coupée. Son fusil glissa hors de portée. Le sang battait à ses oreilles. Devant lui, le chef avançait lentement, arme pointée droit sur lui. Le canon semblait immense, inévitable. John tenta d'attraper son colt de la main valide, mais ses gestes étaient trop lents. Le monde se réduisit à ce canon braqué et au sourire froid derrière les lunettes vertes. Et alors, une ombre jaillit. Hunter, dans un rugissement animal, le berger allemand bondit, toute griffe et croc dehors. Il percuta le chef de plein fouet, refermant sa mâchoire sur son bras armé. L'arme vola dans les airs. L'homme hurla, basculant sous l'impact, tentant désespérément de se dégager tandis que le chien secouait la tête avec une rage sauvage. John, haletant, rassembla ses forces. Ses doigts agrippèrent enfin son colt. Il roula sur le côté, visa malgré la douleur qui brûlait son épaule, et tira 2 balles sèches vers l'autre mercenaire qui venait d'élever son arme vers Hunter. L'homme s'écroula, sa lampe s'éteignant dans l'obscurité. Ramenant son arme vers le chef, John se redressa, tremblant, son colt aligné sur sa cible. Le chef, encore à terre, parvint à repousser Hunter un instant et chercha son fusil d'une main ensanglantée. John posa son doigt sur la détente. « Ne bouge pas », gronda-t-il. La voix était rauque, mais l'ordre clair. L'homme se figea, ses yeux glacés fixés sur le soldat, et son chien qui se tenait prêt à bondir à nouveau. Lentement, il leva les mains, vaincu. John, sans perdre de temps, le désarma, lui lia les poignets avec des colliers de serrage pris sur son équipement. Ses gestes étaient rapides, efficaces, malgré la douleur qui lui transperçait l'épaule. Puis, il se tourna vers Hunter. Le chien haletait, ses babines tachées de sang, mais indemne. John posa sa main sur son cou, le regard brillant de reconnaissance. « Tu m'as encore sauvé la vie », souffla-t-il. La salle se plongea dans un silence lourd. Seul restait l'écho lointain des gouttes et le souffle des survivants. Mais le temps pressait. Les charges placées sur les piliers étaient prêtes à réduire la mine en un tombeau. John fouilla dans le sac du jeune mercenaire mort et récupéra le détonateur. L'appareil clignotait encore, en attente. Il l'écrasa contre la roche, s'assurant que l'explosion n'aurait pas lieu. Puis, respirant difficilement, il reprit sa route avec Hunter. Il savait où aller, le poste de maintenance, l'endroit que le pilote Walker avait mentionné, leur seule chance de transmettre l'épreuve. Ils laissèrent derrière eux la grande salle et ses cadavres, s'enfonçant à nouveau dans l'obscurité des tunnels. Le sac battait contre le dos de John, lourd des documents, des vidéos et du dernier espoir. Son épaule saignait encore, mais son esprit restait clair. Il n'était plus seulement un homme en fuite. Il était devenu le porteur d'un héritage. Et avec Hunter à ses côtés, il comptait bien l'honorer jusqu'au bout. Le chemin jusqu'au poste de maintenance fut une épreuve de volonté. John, l'épaule en feu, avançait par à-coups, serrant son colt d'une main tremblante. Chaque pas résonnait dans l'obscurité comme s'il franchissait 1 millier de kilomètres.
Hunter marchait juste devant lui, oreilles tendues, ses pattes effleurant le sol humide sans bruit. La torche, dont la batterie faiblissait, diffusait une lueur jaune vacillante, révélant les poutres pourries et les rails rouillés qui s'étendaient à perte de vue. Enfin, après ce qui sembla une éternité, un petit mur de briques apparut dans la pénombre, une pièce annexe, construite pour les ouvriers de l'époque, le poste de maintenance. John poussa la lourde porte métallique qui grinça dans un hurlement sinistre. L'air à l'intérieur était étouffant, saturé de poussière. Mais, sur un établi rouillé, dissimulé dans une vieille boîte à outils, il trouva ce qu'il cherchait. Un téléphone satellite militaire, soigneusement emballé dans une housse étanche. Exactement comme l'avait écrit le pilote Walker. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Le voyant clignota, cherchant un signal, puis un bip bref confirma la connexion avec un satellite. Hunter s'assit à ses pieds, haletant doucement, son regard ambré fixé sur son maître comme s'il comprenait que ce moment était vital. John inspira profondément et composa un numéro noté dans la lettre, celui d'un journaliste indépendant, un certain Ben Carter. La sonnerie retentit dans le silence étouffant de la pièce. Puis une voix, un peu rauque, répondit « Carter, qui est à l'appareil ?» John ferma un instant les yeux. Il n'avait pas prononcé son vrai nom à haute voix depuis des années. Mais il n'avait plus le luxe de se cacher. « Mon nom est John Miller. J'étais un ami du capitaine Daniel Walker. J'ai ce qu'il a laissé. Les preuves, tout. » Sa voix tremblait, mais ses mots sortaient comme une décharge. Un silence pesa, puis la voix du journaliste se fit plus vive, plus urgente. « Vous êtes sûr? Vous comprenez ce que vous dites ?» John hocha la tête, même si l'autre ne pouvait pas le voir. « J'ai les manifestes, les communications, une vidéo. Isabelle Kane. Elle vendait des armes américaines à des réseaux terroristes. Le capitaine Walker est mort pour ça. Je vais vous envoyer tout. » Il brancha la carte mémoire au téléphone. Les fichiers commencèrent à défiler, transférés directement via le réseau satellite. Chaque pourcentage qui s'affichait à l'écran arrachait une fraction de son angoisse. Hunter posa sa tête contre sa cuisse, comme pour l'ancrer dans le moment présent. Quand la barre de progression atteignit 100%, John sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Enfin, il n'était plus seul à porter ce fardeau. Quelqu'un d'autre détenait la vérité. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il laissa échapper un souffle de soulagement. « C'est fait », murmura-t-il. « Maintenant, c'est entre vos mains. » De l'autre côté, Carter répondit d'une voix grave. « Vous avez fait ce qu'il fallait, John. Tenez bon, vous n'êtes plus invisible. Ils vont vous chercher, mais nous allons bouger plus vite qu'eux. » John sentit une brûlure lui monter aux yeux. Il ne savait pas si c'était l'émotion, la douleur ou la fatigue. Mais il posa sa main sur Hunter et murmura « On a réussi, vieux. On a tenu. » Le lendemain, à la lumière aveuglante du jour, il sortit enfin de la gueule de la veuve. Ses jambes tremblaient, mais il marcha droit, Hunter à ses côtés, jusqu'à ce qu'un grondement de moteur brise le silence. Cette fois, ce n'était pas des mercenaires, c'était une équipe du FBI, guidée par les fichiers envoyés et la localisation GPS du téléphone. Des hommes en gilet pare-balles émergèrent, leurs armes pointées, avant de se rabaisser en voyant l'état de John et de son chien. 2 jours plus tard, la vérité éclatait à la face du monde. Les journaux diffusèrent de l'épreuve, les enregistrements, la vidéo. Isabelle Kane fut arrêtée dans sa villa de Virginie au petit matin, menottée devant les caméras. Son empire s'effondra, entraînant avec lui un réseau de politiciens corrompus et de militaires au compromis. Le nom du capitaine Walker fut lavé, honoré à titre posthume. Son sacrifice reconnu. John suivit tout cela à distance, soigné dans une clinique sécurisée. Mais ce n'était pas la gloire qui comptait pour lui. C'était le fait que la vérité avait survécu, que l'ombre d'un pilote oublié dans une carcasse d'hélicoptère avait trouvé justice. Et quand enfin l'automne revint, les montagnes appalachiennes se couvrirent d'or et de pourpre. À l'endroit où sa cabane avait brûlé, une nouvelle maison se dressait, bâtie grâce au soutien du gouvernement et de la famille Walker, plus solide, plus lumineuse. Sur le porche, John s'asseyait chaque matin avec une tasse de café fumant. Le bras encore bandé, mais l'esprit plus léger. Hunter, allongé à ses pieds, profitait du soleil, ses yeux ambrés pétillants de sérénité. John leva les yeux vers les crêtes embrasées par l'automne. Un sourire discret, sincère se dessina sur son visage. Il avait traversé le feu, l'ombre et les ténèbres de la terre. Il avait perdu son refuge, mais il avait trouvé une mission. Et grâce à un frère tombé et à un compagnon fidèle, il avait gagné le droit de recommencer. L'air était vif ce matin-là. La brume s'accrochait encore aux vallées,
se dissipant lentement sous la lumière dorée du soleil. John était assis sur le nouveau Porsche, son bras toujours bandé mais sa respiration plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. La tasse de café chaud entre ses mains n'avait jamais eu autant de goût. Devant lui, les montagnes appalachiennes s'étendaient majestueuses, paisibles, comme si la nature voulait lui rappeler qu'elle survivait à tout. À ses pieds, Hunter somnolait, la tête posée sur ses pattes, mais ses oreilles bougeaient encore au moindre bruit. Même au repos, le chien restait vigilant, fidèle à sa mission de protecteur. John le regarda avec une tendresse mêlée de gratitude. Cet animal n'était pas qu'un compagnon. Il avait été son ancre, son garde du corps, son frère d'armes. Sans lui, il ne serait plus là pour contempler ce lever de soleil. Les souvenirs revenaient par vagues. La carcasse de l'hélicoptère engloutie par la forêt, les couloirs sombres de la gueule de la veuve, la douleur lancinante de la balle dans son épaule et la morsure implacable de Hunter qui avait renversé le cours de la bataille. Toutes ces images l'assaillaient, mais cette fois, elles ne lui inspiraient pas de panique. Elles lui rappelaient simplement ce qu'il avait traversé et ce qu'il avait gagné. À la radio, les nouvelles commentaient encore l'affaire. Isabelle Kane, désormais derrière les barreaux, faisait face à une montagne de chefs d'accusation. Son empire s'était effondré comme un château de cartes. Le nom du capitaine Daniel Walker résonnait dans les médias, honoré comme un héros qui avait tenté de sauver son pays dans l'ombre. John sentit une chaleur lui serrer la poitrine. Walker n'était plus seul. Sa voix, longtemps étouffée, résonnait enfin. La communauté locale, elle aussi, avait changé son regard. Ce vétéran solitaire, longtemps vu comme un fantôme perdu dans les bois, devenait l'homme qui avait révélé une conspiration mondiale. Les voisins passaient parfois lui apporter du bois, des repas ou simplement partager un café. Mais malgré les sourires et les poignées de main, John préférait la tranquillité. Sa maison, reconstruite pierre par pierre, était son sanctuaire retrouvé. Hunter se redressa soudain, s'approcha de lui et posa sa tête contre sa cuisse. John laissa échapper un rire discret, caressant son pelage gris et blanc. « Ouais, je sais, dit-il doucement. On s'en est sorti, pas vrai ?» Le chien battit de la queue, comme s'il confirmait chaque mot. Le regard de John se perdit à nouveau sur l'horizon. Il avait vécu des nuits de terreur, il avait affronté la traque d'ennemis implacables, il avait porté le poids d'un secret mortel. Mais aujourd'hui, il avait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la paix. Pas la paix fragile qu'il avait cherchée dans l'isolement, mais une paix gagnée, construite par le courage, par la fidélité et par le sacrifice de ceux qui avaient cru en lui. Et dans cette quiétude, une vérité simple s'imposa. Dans les moments les plus sombres, quand tout semblait perdu, ce n'était pas la force brute ni les armes qui l'avaient sauvé. C'était la loyauté d'un ami, la fidélité d'un compagnon qui n'avait jamais hésité. Hunter lui avait rappelé que même dans la solitude la plus profonde, un cœur qui bat à vos côtés peut suffire à vous maintenir debout. John inspira l'air froid des montagnes, un sourire rare et sincère étirant ses lèvres. Quoi qu'il arrive désormais, il savait qu'il n'était plus seul. Il avait un foyer, il avait son chien, et il avait retrouvé sa place dans le monde. Et toi qui écoutes cette histoire, souviens-toi. Parfois, le courage naît dans les ténèbres, mais il trouve toujours sa lumière grâce à l'amitié. Si cette aventure t'a touché, si tu crois aussi à la force des liens entre un homme et son compagnon, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi, partage, laisse un mot. Parce que chaque histoire, comme celle de John et Hunter, mérite d'être entendue encore et encore. Et l'aventure ne s'arrête pas ici. Une nouvelle commence déjà, juste à portée de clic.